Bonjour à vous, ici Francis Gendron et bienvenue dans cette émission Districtement Habitat. Alors, pour cette occasion, je me suis entouré d'une équipe absolument exceptionnelle. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue. Bonjour. Bienvenue. Premièrement, à ma gauche, j'ai Benoît Lavigueur. Benoît est un conférencier, consultant, expert et entrepreneur général reconnu en bâtiment écologique. Avec ses entreprises, il s'est vu remettre plusieurs distinctions, dont celui du constructeur de l'année ainsi que de Climate Hero. Pas rien quand même. Il a accompagné plus de 1000 projets écologiques depuis 2005. Il a réalisé 4 projets écologiques personnels, dont 2 maisons modèles expérimentales qui ont été visitées par plus de 5000 personnes. Il est également impliqué dans de multiples comités pour faire avancer la cause du bâtiment durable, en plus d'enseigner les notions du bâtiment écologique chez Solutionnera et Écohabitation. Bienvenue Benoît. Merci beaucoup. William Murray, William travaille comme entrepreneur général depuis plus de 10 ans. Fort de son intérêt particulier en sciences du bâtiment, il s'efforce d'intégrer le meilleur des nouvelles technologies à ses projets, qui varient de construction Passive House à des rénovations et de la restauration de maisons centenaires. Constructeur certifié Passive House, il a réalisé en 2017 avec son équipe la Maison des Sources, qui a été certifiée LEED Platine. Elle fut également la première construction neuve au Québec à atteindre la certification PHIUS, Passive House Institute. Bienvenue. Merci beaucoup. Bienvenue, William. Et Étienne Vigneron, qui est avec nous également. Donc, Étienne Vigneron est charpentier menuisier depuis 2008. Il s'est lancé comme mission de combattre les changements climatiques par l'entremise de la construction écologique. De par sa vaste expérience sur le terrain, construction conventionnelle, rénovation de chantier, chantier de type Earthship, maison en paille et maison haute performance. Il a construit en 2017 sa maison certifiée LEED Platine et suivi la formation de Passive House Institute US. Il est cofondateur de Éconovation avec son associé Simon Gaudreau afin de se spécialiser dans la construction de maisons écologiques à haute efficacité énergétique. Alors, bienvenue, Étienne. Merci de me recevoir. Est-ce que c'est possible de construire, peut-être, je dirais, pour commencer, là, en date d'aujourd'hui, est-ce que c'est possible de construire des maisons qui n'auraient pas besoin de chauffage et de climatisation, même dans le froid québécois, donc ici, par exemple? C'est possible d'avoir une maison qui ne nécessite pas de chauffage et de climatisation, mais jusqu'à quel niveau il faut aller ajouter une isolation pour conserver l'habitant dans un climat confortable. Je pense que le citoyen nord-américain apprécie le luxe, le confort de pouvoir se promener nu-pieds et en t-shirt dans sa maison en plein hiver à moins 20. Mais on peut facilement faire des maisons sans chauffage qui peuvent rester dans une température ambiante au plus froid dans les 15 degrés. Là. Mais c'est sûr que ça nécessite un petit chauffage d'appoint pour que les habitants restent confortables. Mais la climatisation, selon moi, c'est encore plus facile d'accès. Je l'ai démontré moi-même chez moi. Seulement 2 journées dans tout l'été, dans les plus chauds de la canicule qu'on a eu cet été, il faisait seulement 25 degrés dans la maison. Okay. Donc la température reste vraiment confortable tout l'été. Mais c'est sûr qu'il faut que le bâtiment soit bien adapté en harmonie avec son environnement. Cool. Donc, c'est quelque chose qui peut être plus réalisable en milieu végétalisé versus la ville où tu n'as aucun arbre. Ça devient un peu plus compliqué au niveau de la climatisation. Fait que je serais curieux d'entendre comme un peu des chiffres par rapport à ça, par rapport à c'est où qui est intelligent d'aller par rapport, tu sais, on a le code du bâtiment qui est à un certain niveau. On peut aller plus loin qui est, disons, la haute performance. Puis là, il y aurait l'ultime, ultra isolé, ce que vous dites qui ne vaudrait pas la peine. Fait que, en chiffres, soit tu l'as nommé un petit peu en dollars par mois, mais soit en valeur isolante par rapport au code du bâtiment pour que les gens se situent. Je serais curieux d'explorer ça avec vous. Si tu veux avoir plus de chiffres, de détails, c'est sûr que le nerf de la guerre, c'est une question de budget puis de retour sur investissement. Ici, au Québec, on a une situation particulière et surtout cet été, cette année, où avec le coût des matériaux a beaucoup augmenté, mais on a l'électricité la moins chère au monde, pratiquement. Donc, la question de retour sur investissement, c'est ça qui fait qu'un projet est viable ou pas. J'ai tenté l'expérience chez moi d'aller chercher la certification Passive House européenne. Puis il fallait pratiquement avoir des murs qui ont une enveloppe isolante, un facteur isolant de R70-75.
J'étais allé avec le juste milieu. Les Américains ont une expression qui s'appelle Pretty Good House, c'est-à-dire d'avoir des fondations à R20, des murs à R40, toiture à R60, 80. Puis juste pour mettre en contexte, là, les gens qui nous écoutent, mettons le code du bâtiment, lui, c'est quoi? Ou à peu près, là, tu sais, c'est... Les standards sont environ R10 fondation, sous la dalle, R25 murs, R45 toiture. Fait que c'est une fois et demie à peu près. Une fois et demie ou deux fois meilleur que le code. Ouais, OK. Mais de juste dire que je pense que l'enjeu dans ça, c'est le bâtiment qu'il a fait est étanche. Oui. Mm-hmm. Ouais. Ça fait une énorme différence. Mm-hmm. C'est pas juste combien d'épais tu as dans ton mur. C'est vraiment l'étanchéité. La qualité de construction et l'étanchéité. Ouais. Ouais. Puis ça affecte pas nécessairement uniquement l'efficacité énergétique. Il faut penser aussi au confort de l'habitant, mais aussi d'avoir un environnement sain, contrôlé, avec une bonne qualité de l'air aussi. Donc, tout ça, l'étanchéité qui est vraiment maximisée, fait cette grosse différence-là d'assurer un environnement sain pour les occupants. C'est quoi les avantages? Tu sais, c'est quand même plus de travail, s'assurer que la maison est étanche, bien construite. Pourquoi les gens qui regardent ici, regardent l'émission, auraient un intérêt? C'est quoi les avantages d'avoir une maison haute performance, qu'on pourrait dire? Il y a surtout aussi l'aspect de durabilité qui influence la santé des occupants, mais la santé de l'environnement aussi. Ouais. Donc, de faire des bâtiments durables à faible empreinte carbone qui ont une haute efficacité énergétique, c'est une action concrète pour limiter les émanations de gaz à effet de serre. Mm-hmm. Donc, c'est un peu aussi ça l'objectif principal de faire des maisons à haute efficacité énergétique. C'est des actions pour protéger... Fait que l'aspect purement écologique, là, donc carbone. Et dans le fond, vous ne l'avez pas nommé directement, mais c'est le fait aussi, les bâtiments durent plus. Tu sais, on dit bâtiment durable, mais peut-être que les gens ils saisissent plus ou moins en quoi haute performance, ça veut dire plus durable. Mais c'est parce que les maisons normales ont plus de chances d'avoir des problèmes. Je pense que vous voulez... On fait beaucoup de rénovations. Oui, c'est un bel exemple. Les maisons qu'on va retaper ou on a des interventions à faire dessus qui sont construites après 1970, c'est tout des champignons de la pourriture. C'est toujours ça la problématique, c'est toujours ça qu'on va voir. Ouais. Les vieilles maisons, ils n'en ont pas parce qu'il y a tellement de chaleur qui passe à... c'est juste parce que ton point de rosée est rendu un pied plus loin que ton mur extérieur. Parce que tu passes tellement de chauffage par les murs. Ouais. Quand une maison bien isolée, c'est ton point de rosée qui se rend au centre. Fait que ou à quelque part dans ton mur. Ouais. Point de rosée, c'est de l'humidité qui tourne en glace. Puis là, le printemps arrive, tout le monde est content, mais il ne redevient pas du vapeur. Fait que c'est comme de comprendre que la durabilité, encore une fois, c'est l'étanchéité à l'air, qui est comme tellement primordial, parce que si tu n'as pas d'air qui passe, tu as beaucoup moins d'humidité qui va se rendre dans ton assemblage. Puis ta maison va juste toffer plus longtemps. You know? Okay. Il n'y a aucun sens que les maisons qui sont construites il y a 10 ans, qu'on va faire des interventions, puis on trouve la moitié du mur pourri. Oui, c'est ça. C'est jamais parce que le toit a coulé. OK. C'est juste jamais parce qu'il y a de l'eau qui est rentrée. Ouais. C'est tout à cause de la vapeur. Une maison haute performance, ça coûte sûrement plus cher. J'aimerais ça vous entendre là-dessus. Comment ça coûte de plus? Puis comment vous le voyez? Puis comment vous justifiez que ça vaut la peine par rapport au code qu'on disait qui est peut-être 2 fois moins bien isolé, étanche et tout ça? C'est difficile aussi de comparer des coûts de construction entre une maison standard au code puis des maisons passives. Juste par le design, on peut amener une maison conventionnelle à une maison passive à peu près au même coût de construction, du fait que les maisons conventionnelles vont avoir beaucoup de formes compliquées, des toitures avec beaucoup d'arêtes, de nous, tout ça. Donc, en simplifiant la forme du bâtiment, on peut abaisser le coût de construction, mais en fait, d'amener le même coût de construction d'une maison à une meilleure efficacité énergétique, juste en simplifiant le design. En enlevant d'autres aspects, comme par exemple... En ce moment, on est en train de construire un triplex certifié Passivhaus à Sutton, Passivhaus américain. Puis nos coûts de construction sont d'environ 225 $ du pied carré. Okay. Donc, il y a des constructeurs conventionnels qui vont faire de la maison sur mesure à ces coûts de construction-là aussi, mais au standard du code du bâtiment. Donc, nous, on est arrivé à atteindre ces coûts de construction-là parce qu'on a simplifié la forme du bâtiment. Donc, c'est accessible.
d'avoir un bâtiment, un coût de construction accessible, mais en simplifiant la forme. Mm-hmm. C'est bien beau tous ces avantages, mais est-ce qu'il y a des désavantages aussi? Le seul désavantage que je voirais, moi, en fait, c'est au niveau de la mentalité de consommation rapide chez les clients. On veut tout avoir immédiatement dans l'instant présent. Donc, au niveau de la conception d'une maison à haute efficacité énergétique, il faut prendre un peu plus de temps pour adapter le design de la maison en fonction de son terrain. On ne peut pas juste prendre un plan qu'on trouve sur une revue, puis le construire dans l'immédiat. Il faut changer un petit peu les mentalités, puis s'adapter en fonction du terrain pour optimiser la performance du bâtiment. Puis une chose que moi j'entends souvent, qu'on entend parler dans le domaine, c'est justement la maison haute performance. Peut-être pour certains, c'est parce qu'on a parlé que c'était plus sain. Mais d'autres diraient, ouais, mais tu sais, c'est tellement étanche que ce n'est pas sain, justement. Fait qu'est-ce que vous pensez de ça, puis qu'est-ce que vous avez à dire à ce propos-là? Tu amènes un bon point où au niveau de la mécanique du bâtiment dans une maison à haute performance, du fait qu'on a tellement bien investi pour l'enveloppe du bâtiment, on vient réduire nos besoins en termes de mécanique, de chauffage, climatisation. Donc, on a des systèmes de chauffage mécanique qui sont beaucoup plus économiques. Donc, on vient vraiment économiser au niveau de la mécanique du bâtiment. La seule chose qui est vraiment plus dispendieuse, c'est au niveau, comme tu as dit, de l'échangeur d'air. C'est le seul système qu'il faut investir un peu plus dedans. Puis d'ailleurs, tu m'amènes très bien la prochaine question qui était très concrètement, vous avez dit que ça ne vaut pas la peine d'aller jusqu'à la zéro chauffage, zéro climatisation. Donc, le petit peu, ce qui est le fun, la maison performance, même s'il fait très froid, si on n'avait pas de chauffage pour une raison X, Y, Z, on ne meurt pas personne, on se met un gilet, puis on fait des push-ups, puis la vie est belle. Sauf que le peu de chauffage qu'on veut là, pour rester confortable à 20, 21, 22, ce serait quoi les systèmes que vous recommandez de manière très concrète? Là? C'est-tu la thermopompe? C'est-tu les plaintes électriques? C'est quoi les systèmes que vous recommandez pour les maisons de ce type-là? Le soleil. Oui, c'est le soleil qui est là déjà inclus dans le deal. Là. Quand le soleil n'est pas là, c'est les habitants, les habitudes de vie, la cuisson des aliments, le chauffe-eau dégage beaucoup de chaleur aussi. Donc, puis il y a un point où est-ce que tout le monde à la campagne, que je vois tous les clients qu'on reçoit, ils veulent tous avoir un foyer au bois. Ouais. Là, c'est un dilemme où est-ce que t'as pas le contrôle de la chaleur qui va être émise par ton foyer au bois. Donc, tu vas souvent avoir des situations où tu surchauffes. Ouais. Donc, le foyer au bois n'est pas vraiment nécessaire à ce niveau-là. C'était une de mes questions aussi, le foyer au bois. Tu t'es prononcé. Est-ce que vous avez d'autres choses? Est-ce que tu le fais pour tes clients ou non? On le fait, mais tu les avises fortement. Je les avise du fait que faut que vous sachiez que toutes les fois que vous n'allez pas avoir un foyer au bois, vous allez perdre de l'énergie par la cheminée du foyer versus ce que vous allez économiser si vous récupériez le bois de votre terrain. Là. Donc, c'est du luxe à ce niveau-là. Puis c'est culturel. Le monde en revient souvent avec le point, qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas d'électricité? Moi, je reçois le monde chez moi quand il n'y a pas d'électricité. Puis le simple fait d'être une dizaine de personnes dans la maison, on est capable de chauffer la maison, là, de conserver une température confortable là, du fait juste des habitants qui sont là. Est-ce que c'est possible de rénover des maisons actuelles en haute performance ou du moins plus performante? Ou c'est quoi qui est possible de faire avec ce qui est déjà construit? Oui, facilement. Moi, il y a une technique de construction que j'utilise que j'aime beaucoup, c'est l'Arsène Truss. Dernièrement, on a eu un client où il y avait un petit bungalow à Bromont qui, l'intérieur de la maison lui convenait très bien. Ça avait été rénové dernièrement. Mais en rénovant sa terrasse, il a découvert qu'il y avait un peu de pourriture au niveau de la structure du bâtiment par l'extérieur. Puis là, de fil en aiguille, on commence à retirer les matériaux, puis on découvre que la moisissure s'étend, puis que la manière que la maison a été construite, ça laissait pas échapper l'humidité. Donc, il me disait, de toute façon, je pensais refaire mon revêtement extérieur, donc as-tu quelque chose à me proposer? Puis là, je suis arrivé avec cette solution-là, technique Larsen Truss, où la structure, on ajoute une structure par l'extérieur,
ajoute l'isolation puis l'étanchéité. Puis, ben, par le fait même, il a fait affaire avec le programme Renault Climat. Donc, lui, il est resté dans sa maison. Il n'a jamais été affecté par les travaux qu'on a exécutés. Puis, par l'extérieur de la maison, on a optimisé l'étanchéité du bâtiment, l'isolation, puis il a refait son revêtement qu'il voulait refaire de toute manière. Donc, c'est une option que je propose beaucoup aux gens qui sont déjà qui envisagent déjà de refaire leur revêtement extérieur. De le faire par l'extérieur, c'est vraiment la meilleure option. À quoi va ressembler ou à quoi voudriez-vous que ressemble le Québec au niveau de l'habitation dans les prochaines années? On regarde 5 ans, 10 ans. C'est quoi le juste milieu? C'est quoi qui est pertinent qu'on pourrait, mettons, amener à grande échelle, disons, qui serait pertinent grand public d'ici 10 ans, par exemple, dans votre vision? En fait, le gouvernement fédéral travaille déjà à modifier le code du bâtiment pour qu'en 2030, toutes les nouvelles constructions soient au standard net zéro. C'est-à-dire qu'on ait des maisons tellement performantes qu'avec des énergies renouvelables, panneaux solaires, seraient autonomes en énergie sur le bilan d'une année. OK. Fait que ça, 2030, ça. Fait que c'est 10 ans. Toutes les maisons qu'on construit en ce moment, si le gouvernement fédéral suit sa ligne de programme, vont être passées date en 2030. Là. OK. Wow. Puis est-ce que vous croyez que c'est une bonne chose? C'est la voie à venir pour réduire les émanations de gaz à effet de serre. Ouais. Tu connais très bien Chris Magwood oui. du Endeavour Center. Il a fait une super étude dernièrement où si on veut sauver l'avenir de notre environnement, c'est la voie à suivre. Puis on voit tous les avantages au niveau environnemental, mais autant financier. C'est la chose à faire d'avoir des maisons à haute efficacité énergétique. Ça prend l'inspection, mais ça prend aussi des subventions. Là. Ça prend un appui politique. Là. Je comprends pas pourquoi aujourd'hui on a des subventions pour aller faire l'achat d'une voiture électrique, mais qu'on ne l'a pas pour l'achat d'une maison à haute efficacité énergétique. Certaines villes commencent, là, habitation durable et tout ça, mais... Il y a des programmes d'aide qui sont développés par certaines municipalités, mais là, on a vraiment besoin d'une aide. Tout comme ils font pour les voitures électriques, ils pourraient le faire pour l'habitation. Haute performance et tout ça. C'est mon souhait pour le Québec, là, parce qu'on a beau faire l'éducation, il y a une clientèle qui est conscientisée, qui voit tous les avantages, mais je pense que s'il n'y a pas de pression politique, d'avoir des subventions pour faire l'achat de maisons à haute efficacité énergétique, ça va être plus dur à amener de l'avant. Là. Si on créait un mouvement de fierté de la population auprès de leur maison, là, on voit vraiment en ce moment où tout le monde a une certaine fierté au niveau de leur voiture. Tout le monde peut dire c'est quoi la consommation d'essence ou la puissance de moteur de leur voiture, mais la majorité ne sont pas capables de dire c'est quoi qu'ils ont des caractéristiques de leur maison. Donc, je pense que ça devienne comme un objectif, justement. Puis quelque chose de la qu'on partage. Nous, quand on parle ensemble, on parle de ça, là, le taux d'étanchéité d'une maison, mais pas le commun des mortels. Hey, merci beaucoup. Un dernier tour, là, en quelques secondes, comment on fait pour vous suivre, vous trouver sur Internet, si on veut en savoir plus sur vous? www.benoitlavigueur.com et puis donc j'ai la chance de participer à plusieurs formations avec Solutions RA et cohabitation. Cool, merci. www.constructionrocket.com. Cool. Et je fais des formations aussi avec Solutions RA. Cool, super, merci. Notre site internet, www.econovation.ca. On est très actifs aussi, Facebook, Instagram, fait suivre l'évolution de tous nos projets qu'on réalise. Puis, formation accessible. Super.